Et ensuite, il a fallu que je tue la journaliste. Donc ça a été probablement le plus douloureux et le plus compliqué. De comment le journalisme, typiquement, c'est l'info est dans la première phrase, tout est dans la première phrase. Le cinéma, le documentaire, c'est pas ça du tout. Donc il y avait la difficulté de, moi venant de la radio, de penser en images et pas seulement de penser en mots et en propos. Et puis imaginer la narration d'un film. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 32, Portrait. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice, à l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Ces chroniques making-of vous invitent dans les coulisses du processus de création. Projets alternatifs autoproduits ou documentaires destinés à la télévision ou au cinéma, de l'idée du projet à la diffusion, comment s'est construit ce film ? Car créer un documentaire est une aventure incertaine au long cours. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de la réalisatrice Laure Martin-Hernandez, que vous avez déjà entendue dans l'épisode précédent. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée entre copines réalisatrices en Martinique il y a quelque temps. Ce qui émane du travail de Laure, c'est cette manière unique qu'elle a de poser sa caméra, avec une douceur infinie et une lucidité sur les enjeux de mémoire et d'identité qui traversent les Antilles. Journaliste de formation devenue documentariste engagée, elle décortique les récits de vie pour en extraire la part d'universel. Cette conversation a été enregistrée en février 2025 dans sa maison perchée sur les hauteurs de Casse-Pilote, en Martinique. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu as commencé ta carrière audiovisuelle ? Alors moi j'ai commencé dans la radio. Je suis une journaliste repentie. J'ai été journaliste pendant 20 ans en radio. Et en 2010-2011, j'ai fait une rupture conventionnelle avec ce qui s'appelait à l'époque Radio Martinique, qui était la première. Et puis, un peu par hasard, je me suis trouvée dans une émission magazine télé, le magazine de la mer, Latitude Caraïbes, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu en écologie. Et donc, ça a fait mes débuts en télé, à travailler sur l'image. Et en travaillant comme ça dans un magazine, au bout d'un moment, je me suis dit « Oh, mais les images, on peut peut-être en faire des choses plus intéressantes que ça. » Et je me suis souvenue de mon amour pendant mon adolescence pour le cinéma. Et je me suis donc orientée vers le documentaire, étant aussi une bonne consommatrice de documentaires. Actuellement, tu m'as dit que tu as 55 ans, c'est ça ? Oui. Du coup, quand tu débutes en radio, tu as quel âge à peu près ? Je suis sortie de l'école de journalisme, j'avais 24 ans. Ça fait une dizaine d'années que je fais du documentaire. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené au documentaire et est-ce que ça a été directement du documentaire destiné à la télévision ou est-ce qu'il y a eu d'autres... Oui, ça a été direct, non, puisque mes premiers documentaires, ça a été des portraits de plasticiens et de plasticiennes qui n'étaient pas destinés à la télévision, qui étaient financés par la direction des affaires culturelles, mais qui finalement ont été diffusés à la télévision. Et tout ce que j'ai fait, c'est pour la télévision ou pour des associations, des fois, une fois. Et quand tu dis « je passe au documentaire », en l'occurrence, c'est à quel titre ? Est-ce que, à quelle fonction en tout cas ? C'est réalisatrice directement ? Comment tu as fait tes armes techniques aussi ? Comment tu as appréhendé ce nouvel univers ? Parce que passer du son finalement à imager son, c'est pas forcément évident. Comment tu t'es construite à ce niveau-là ? Je crois que mine de rien, 20 ans de radio, ça m'a aidé à appréhender l'image. Parce que c'est évidemment ce qui manque en radio. On se base beaucoup sur la parole en radio et sur les mots, mais dans la mesure où il n'y a pas l'image, c'est ça qu'il faut créer dans des reportages, dans des magazines, c'est le point faible qui devient un point fort. Quand on arrive à créer des images en radio, on a atteint le résultat.
pour avoir des choses un peu émouvantes, pas seulement de la présentation de journal ou des reportages, des papiers à l'extérieur un peu plats. Donc moi déjà j'aimais beaucoup le reportage, même si j'ai fait beaucoup de présentations. Pour moi le journalisme c'est d'abord le reportage, c'est d'abord d'être quelque part et de raconter ce qui se passe. Donc pour raconter ce qui se passe, il faut évoquer des images, il faut les faire naître. Et cette faiblesse de la radio en fait te fait polariser sur les images que tu dois faire naître. Donc je pense que ça m'a aussi formée à ça, mine de rien. Et puis après, évidemment que quand j'ai fait mes premiers magazines télé, c'était compliqué. Je ne savais pas comment il fallait faire pour dérocher, comment il fallait faire pour écrire. Donc on m'a donné 2-3 trucs et puis je les ai mis en œuvre. Et c'est plus compliqué que de la radio parce que j'ai compris que par exemple il fallait faire des séquences un peu dans un même endroit. Tu ne peux pas mettre une personne qui parle dans un endroit complètement différent au milieu d'un autre endroit, une autre heure, ce qui ne se remarque pas forcément en radio. Donc il faut intégrer ces problématiques-là et pour faire du magazine télé. Et ensuite il a fallu que je tue la journaliste. Donc ça a été probablement le plus douloureux et le plus compliqué. De comment le journalisme, typiquement, c'est l'info est dans la première phrase, tout est dans la première phrase. Le cinéma, le documentaire, c'est pas ça du tout. Donc il y avait la difficulté de, moi venant de la radio, quand même d'envisager en image pure, image signifiante, de penser en image, et pas seulement de penser en mots et en propos. Et puis imaginer la narration d'un film, comme si c'était un film de fiction, à introduire les personnages, à introduire une problématique, un enjeu, à imaginer une action, à y aller jusqu'à la conclusion et l'aboutissement de l'action et même de retomber et de tirer les conséquences de l'action. Donc oui, tuer la journaliste, ça a été compliqué. Ça s'est fait dans une résidence d'écriture organisée par l'USAS, qui a été très déstabilisante pour moi. Donc l'USAS en Ardèche. La grande école du documentaire française. Ils étaient venus en Martinique. On était resté 15 jours au village de l'UCPA au Vauclin. On était 12 auteurs des Antilles, Guyane et Haïti. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi, je crois. Mais je continue à progresser, je crois, dans cette logique. Mais ça me manquait effectivement d'avoir un point de vue d'auteur, d'affirmer mon point de vue. Je pense que quand j'étais jeune, je ne me sentais pas tellement légitime à le faire. Et puis que peut-être que j'ai acquis un peu de légitimité après avoir fait 20 ans de journalisme, après avoir vu pas mal de productions artistiques, et de me dire que finalement mon point de vue il vaut celui d'une autre personne, enfin il a droit à sa part dans le concert des points de vue et que oui, peut-être que j'ai quelque chose à dire. Comment tu définirais la différence entre le métier de journaliste et celui de documentariste? Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est assez éloquent. Tu es la journaliste et en même temps, tu t'es formée notamment via la formation de l'USAS, qui a la réputation vraiment de faire du film documentaire d'auteur. Et il y a en même temps ce flou parfois, qui est peut-être pas si flou non plus, sur même du documentaire qui parfois s'apparente plus à un reportage. Et je pense qu'il y a des projets qu'on va revendiquer comme vraiment films d'auteur qui souvent ont cette vocation à une diffusion plutôt sale, plutôt que télévision. Comment toi tu perçois les choses et selon toi, comment, pour des gens justement qui ont un peu du mal à définir la différence, comment toi tu vois ça? La définition du journalisme, c'est ça qui moi au bout d'un moment m'a fatiguée. Le journalisme, c'est la distance.
Et avec le documentaire, je me suis permis 0 distance, d'être en empathie totale avec mes personnages et à les suivre et à me mettre dans leur tête et à pas apporter de contradiction, peu importe. Après, sur les techniques d'écriture, la différence entre un reportage et un documentaire de création, le reportage, comme son nom l'indique, on va sur le terrain, on trouve ce qu'on trouve, même si on a un petit peu repéré à distance. On a tout un ensemble de personnages et des informations à faire passer. Le magazine, c'est ça. Et typiquement, mais pas seulement, forcément, mais typiquement avec une voix off, nous sommes dans tel pays, nous allons rencontrer telle personne qui fait tel métier, puis après on va rencontrer telle personne qui fait tel métier, et croiser des points de vue sur une thématique. Le documentaire de création, je crois, est beaucoup plus incarné, beaucoup plus personnel, n'intègre pas une diversité de points de vue, ou peut l'intégrer, mais ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'intégrer la contradiction. Et puis un déroulé oui, qui ressemble à celui d'un film de fiction. On imagine des images où il n'y a pas forcément de propos dessus, mais les images seules vont parler. À la télé, c'est interdit, ça. La télé demande des documentaires. La télé fait beaucoup de radio filmée. On nous explique, même si, typiquement, c'est tous les matins, machin bidule se réveille à 7h et prend son café. Donc on verra le réveil à 7h et puis on voit la personne prendre son café. Non, c'est bon, on le voit, c'est pas obligé de le redire. Et d'essayer de ne pas mâcher tout le travail borné, comme on dit dans le métier. Est-ce que c'est assez borné ? Est-ce que les gens vont comprendre ? Moi, je reprochais beaucoup, quand je faisais du magazine, et je reproche beaucoup à la télévision, de prendre les gens pour des cons. On n'a pas besoin de nous expliquer, de tout nous mâcher 50 fois, de tout nous baliser pour qu'on comprenne. Il y a des choses qui peuvent très bien se comprendre par l'émotion, sans explication. Et puis si 2 personnes comprennent 2 choses différentes, c'est pas grave. Chacun a son vécu et il met ce qu'il a à y mettre. Il y a aussi de la place pour l'interprétation, pour l'imagination, pour le rêve. On parle beaucoup de David Lynch, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Désolée, ça donne un peu la date de l'entretien. Mais bon, David Lynch, pour le suivre, il faut faire appel à beaucoup d'interprétation et d'imagination personnelle, et c'est d'autant plus riche. Ça, en télé, c'est interdit. En télé, c'est interdit, il faut que ça bouge, il faut toujours expliquer ce que font les gens et pourquoi. Et en magazine, l'écriture magazine est très différente de l'écriture du documentaire de création, parce que le travail journalistique, c'est d'apporter de l'information. C'est d'apporter des faits, c'est d'apporter des points de vue différents, des confrontations. Alors c'est pas pour dire que c'est inintéressant, au contraire, on en a besoin, c'est très utile. On a besoin de magazines d'investigation, on a besoin d'enquêtes. Et heureusement qu'il y a des gens qui font ça. Mais un documentaire de création va apporter des éléments d'une manière différente. Un magazine sur l'immigration clandestine, sur les migrants, je sais pas, on va dans un village de réfugiés, on va discuter avec le gouvernement, avec les policiers, avec les habitants à côté, avec les employeurs éventuels, etc. Et un documentaire de création, ça peut être juste de suivre quelqu'un dans la traversée, de faire une traversée et de filmer ce qui se passe, sans savoir combien il y a de personnes chaque année qui traversent, combien, etc., etc. Je trouve que le documentaire de création, c'est l'abolition de la distance. En ce qui me dans ma démarche à moi. Ça ne veut pas dire que c'est une règle pour tout, mais dans ma démarche à moi, ça a été de m'affranchir de cette nécessaire distance. Comment se sont construits du coup tes projets
quel a été ton premier film et ensuite quelles sont les thématiques qui sont chères à ton cœur et que tu as voulu valoriser, mettre en lumière au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui? Donc mon premier film, premier film documentaire, même s'il était quand même, même si aujourd'hui je le ferais plus de la même manière, c'était sur une plasticienne photographe, Shirley Ruffin, martiniquaise, à l'occasion c'était une série qui s'appelait De l'art entre les mains, qui consistait à suivre un artiste pendant sa création jusqu'à l'exposition de sa pièce. Et donc c'était un portrait d'une jeune plasticienne photographe martiniquaise, le premier. La production artistique est restée quelque chose de fort dans mon travail, intervient dans beaucoup de films. Mais pas forcément uniquement. Je dirais que j'ai trois que je comprends après, en regardant un peu la liste de mes films et de mes centres d'intérêt. Je crois qu'il y a 3 pôles. Il y a effectivement la production artistique, il y a la nature tropicale et il y a les femmes, la condition féminine. Ça, c'est un engagement fort que je tiens. D'abord parce que je suis féministe et que je remarque qu'il y a énormément de documentaires où il y a... À un moment, je me suis posé des questions. Énormément de documentaires où il n'y a que des hommes et ça pose de problème à personne. Des hommes en tant que personnage ou en tant que réalisateur? Les deux, mais surtout sur ceux qu'on voit à la caméra. Et ça, je l'avais déjà remarqué comme journaliste, les hommes monopolisent beaucoup de la parole publique, encore aujourd'hui, en Martinique. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même une question d'équilibrage que de donner aussi la parole aux femmes, même si elles la prennent moins facilement. Ça demande plus d'efforts, mais elles le méritent. Enfin, c'est quand même la moitié de l'humanité. On a des choses à dire qui sont d'autant plus intéressantes que ça ne sort pas facilement. Et puis aussi, je pense que je les comprends mieux. Donc moi, ça me facilite la tâche de travailler sur des femmes plutôt que sur des hommes, avec des directions assez intimes parfois. Donc je trouve que c'est plus facile entre femmes. J'imagine que chaque film est un peu unique, correspond à une période aussi de ta vie. Est-ce qu'il y a des films que tu as pu faire qui t'ont marqué particulièrement et est-ce que tu pourrais dire pourquoi? Chaque film est un peu marquant et marquant dans la progression. Moi, j'ai l'impression de progresser à chaque fois. En tant qu'humain ou en tant que toi dans ton métier professionnel? En tant que... les deux. Mais je pensais à moi en tant que... dans ma profession. Je trouve que je fais des films... Oui, je trouve que je suis meilleure dans mon travail que je l'étais il y a 10 ans. Que j'imagine plus de choses et que je suis plus libre dans ma tête par rapport à l'information. Et des films qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. On a parlé de Scolopendre et Papillon parce que ça a été des rencontres humaines très très fortes. Après, il y a aussi des films, le premier dont l'idée était de moi et que j'ai porté jusqu'au bout et qu'en plus a été compliqué en production parce que c'est tombé en plein Covid et qu'en plus c'était prévu en Haïti, qui est devenu impossible après. C'est le film La cérémonie d'Imelda, qui est sur une amie proche en plus, qui est musicienne, haïtienne et vaudouisante. Et c'était par rapport notamment au vaudou. Alors que moi je suis athée et à milieu a priori du vaudou. Donc, mais c'est une réflexion que j'ai suivie avec elle et je l'ai accompagnée là-dedans, lui dire mais vas-y quoi, si ça t'appelle, il faut y aller. Ne t'embête pas avec les préjugés des gens. Et donc ça m'a marqué aussi parce qu'il y avait un engagement personnel fort et puis que c'est moi qui proposais le sujet et qui l'ai défendu et qui était seule à la réalisation. Et puis il y a des films marquants par la qualité de leurs rencontres aussi. Le dernier, là,
parce que c'est toujours le dernier qui est le plus marquant hein, quand même, sur le désir d'exister, qui est un portrait de Madeleine de Grandmaison, Madeleine Jouy de Grandmaison, une femme politique martiniquaise aujourd'hui retraitée. C'était super par rapport à la qualité de la rencontre avec cette dame. Dans la série de l'absence de distance, ça, moi, je trouve ça très appréciable. Quand j'étais journaliste, je l'ai interviewée, cette dame, plusieurs fois. Ça m'est arrivé. J'ai exercé 15 ans en Martinique. Elle a été députée européenne, elle a été conseillère régionale, présidente de la région, vice-présidente de la région. Elle a fait plein de choses. Donc, évidemment que je l'ai interviewée à plusieurs reprises. Mais quand on est journaliste, quand on passe 1 heure avec quelqu'un, c'est énorme. Plus souvent que rarement, c'est une demi-heure. Des fois, c'est juste 5 minutes attendre le micro à la sortie d'une réunion. Et là, ça a été 4 ans à se voir régulièrement, à être dans ses carnets, à être dans sa vie aussi, l'accompagner si elle avait besoin de faire des courses, ça m'est arrivé, ou des choses comme ça. Et d'aller boire un coup pour la nouvelle année, pour son anniversaire. Et c'est une qualité de relation qui est richissime. Elle-même, elle m'a dit « T'es rentrée dans ma vie pour toujours, là, avec ce film. » Et c'est vrai, j'ai un peu une nouvelle maman, là. Ça me manquait pas, mais j'en ai une nouvelle. Et c'est une qualité... c'est super, ces rencontres. Tout à l'heure, tu disais il faut tuer les journalistes. Et on a expliqué précédemment que la différence entre documentaire et journaliste, justement, c'est une question de distance. Comment tu as mis en place ton changement de rapport à ces personnes qui deviennent tes personnages, justement, pour sortir du « on se voit vraiment en courant d'air » à subitement on arrive sur un rapport plus intimiste et forcément de confiance. Qu'est-ce que ça a demandé, toi, comme sortie de zone de confort, en tout cas de zone de connu, pour aller vers quelque chose qui te semble être juste, bienveillant, éthique, qui demande du temps, de l'énergie, et l'exemple de « je vais faire des courses avec elle », qui peut-être est pour le besoin du film, mais qui plus est, fait souvent en fait partie de choses très banales, ordinaires, qui permettent justement dans cette normalité de la vie quotidienne, du small talk, de petits moments comme ça, qui permettent justement de partager du souvenir en fait. Ça m'a permis de vérifier sa popularité, parce que c'était pas du tout pour les besoins du film, mais moi qui déteste me faire mes courses au supermarché, elle allait rester 2 heures dans le supermarché, parce qu'elle se faisait arrêter toutes les 3 minutes par des gens qui venaient la saluer. Non, je crois qu'en étant journaliste, j'avais une carapace qui était j'arrive pour telle étiquette, je suis telle entreprise. Je représente l'entreprise, tout le monde sait le boulot que je viens faire un boulot de technicienne. Mon diplôme, c'était sciences et techniques du journalisme. Oui, c'est un boulot de technicien. Il y a des règles qui sont d'apporter la contradiction, de croiser les sources, de dire des choses qui sont des faits et qui sont des faits vérifiés. C'est un boulot de technicien et j'avais ma carapace. En devenant réalisatrice, j'ai eu l'impression que je pouvais vivre pour la première fois moi-même. Je ne suis jamais inquiète que quelqu'un me pique mes idées de film, parce que de toute façon ce ne sera pas les mêmes. Même si la personne a la même idée ou fait sur le même sujet, ce ne sera forcément pas la même chose. J'ai eu l'impression, vraiment, en quittant le journalisme, de me trouver moi. Et de chercher en moi, essayer de comprendre pourquoi ce sujet m'intéresse, en fait, au fond de moi, pourquoi ça m'intéresse. Et qu'est-ce que ça fait résonner en moi, donc sur quelle corde appuyer, parce que moi, ça m'intéresse. J'ai arrêté de me dire que je suis pour une entreprise, que je travaille pour les téléspectateurs, avec des règles de l'art. Non, j'arrive, je prends un sujet qui m'intéresse,
une personne avec qui j'ai envie de passer du temps et avec qui je vais avoir grand plaisir à passer du temps et à échanger. Et avec cette personne, je vais aller voir ce qui, moi, m'intéresse, en respectant aussi son point de vue ou en lui annonçant clairement ce qu'il en est. Sur ce portrait de Madeleine, il y aurait eu évidemment 50 000 manières de le faire, enfin même plus que ça. Et j'assume pleinement mes intentions. Je n'ai jamais été aussi présente dans un film en m'entendant mes questions. Je le voulais parce que c'est des questions très, très orientées. J'ai beaucoup insisté sur, oui, le sexisme qu'elle a subi dans le milieu politique martiniquais. Et puis il fallait faire comprendre aussi Donc ça, c'est un angle très fort. Tout le monde ne l'aurait pas appuyé autant. Et donc, voilà, j'ai l'impression d'exister et de porter mes centres d'intérêt en espérant que ça intéresse d'autres personnes. Et en général, oui. En général, oui, j'ai eu de bons retours sur ce film. Qui montre aussi la complicité qu'on a. Et c'était important que ce soit montré, cette complicité-là. On est dans un... Ça commence, donc c'est une femme politique, c'était important de la sortir de son habitude des caméras aussi, de la faire sortir de sa position publique, rompue à l'exercice. Mais elle l'a fait avec une générosité incroyable et elle m'a confié ses carnets intimes, ce qui est quand même fou. De la part d'une dame de 86 ans qui a eu autant de responsabilités. Elle m'a parlé de ses affaires, machin. C'est même moi qui étais gênée, qui dit mais j'ai pas besoin de tout savoir. et le film, du coup, je l'ai orienté comme ça. Où au début, elle m'explique ce que c'est ces carnets et pourquoi elle me les a confiés. Je trouvais que c'était important. En journaliste, j'aurais pas fait ça. J'aurais dit, j'aurais fait une présentation en expliquant en 1 minute quelle a été sa carrière professionnelle, tout ce qu'elle a fait, etc., etc. Et puis on rembobine et on commence du début et on finit par la fin. Là, non, j'ai souhaité trouver une organisation différente. Comment s'est passée la transition entre être salariée justement pour une entreprise, tu parlais de la radio, à subitement devenir réalisatrice et de documentaire? Est-ce que déjà, premièrement, tu étais intermittente en étant en radio? Non, j'étais salariée. Ok, donc droit commun. Et donc du coup, comment s'est passée la survie d'un point de vue financier sur un boulot qui est artistique et technicien de réalisateur? Faire un documentaire, ça prend des années souvent. Et donc, au début, la difficulté de commencer à mettre un pas, surtout dans le milieu de la télé, c'est de se dire on a intérêt à avoir plusieurs projets en cours pour que dès qu'il y en a un qui est déjà balancé à une boîte de prod, qui va prendre elle-même du temps à avoir une réponse du diffuseur, machin chose, etc. Toi, en attendant, tu dois vivre. Et c'est pas évident, du coup, de jongler entre tout ça. Comment, pour toi, ça s'est passé? Est-ce que tu as traversé des difficultés? Et aujourd'hui, comment tu es avec tout ça? Alors je pense que ma chance, c'est d'avoir fait ça relativement tardivement. Enfin donc j'ai fait une rupture conventionnelle de contrat à 41 ans. Et j'avais déjà travaillé un moment. Donc j'avais quand même quelques économies. Ma deuxième chance, c'est que j'étais déjà un petit peu convertie à la cause de la décroissance. Donc que je trouvais que c'était important de ne pas consommer des conneries pour ne pas nourrir un système et les trucs chinois en plastique de tous les côtés. Enfin bref, j'étais un peu convertie à la décroissance. Mais évidemment que c'est très compliqué. Sortir d'un statut de salarié pour entrer, j'ai eu la chance là, après 8 ans d'activité, j'ai été intermittente pendant 2 ans. Mais je vais pas pouvoir renouveler mon intermittence. Je le sais déjà. Aujourd'hui, là, maintenant?
À partir du 9 mars, je ne suis plus intermittente. Comme je suis pacsée avec quelqu'un qui a des revenus, probablement que j'aurai 0 indemnité. Je le sais. J'aurais pu avoir la possibilité de me dire, je travaille pour renouveler mon intermittence, parce qu'on m'a fait des propositions de boulot. J'ai pas voulu. Je me suis dit non, j'ai mes films à porter là, si je ne les porte pas, ils se feront jamais, il est temps de les faire. Au moins d'en faire un, parce qu'il y a urgence sur l'âge de certains participants pour le film de famille. Les octogénaires, il est temps d'aller les filmer. Donc j'ai choisi, je me suis dit non, je donne la priorité au film. J'ai un peu de quoi voir, parce que décroissance, machin, plus le fait que j'ai travaillé 20 ans. Donc quand j'ai arrêté, j'avais déjà acheté la maison. Donc j'ai pas tellement de frais et j'ai un petit peu de sous de côté encore. Ces sous de côté, je vais les utiliser l'année prochaine. Puis quand le film entrera en production, quand l'heure sera d'arriver aux 507 heures, et ben, j'aurai à nouveau une année d'intermittence. Je me fais à l'idée que des fois il y aura de l'intermittence, des fois il n'y en aura pas. T'es en paix avec ça ? Oui. Oui, je suis en paix. Je suis en paix parce que quand je touche de l'argent, et je ne touche pas énorme, là je suis une intermittence à 1498 € par mois, donc ça fait un SMIC ou un truc comme ça. Mais à chaque fois je mets un petit peu de sous de côté. Et je me dis depuis très jeune, parce que depuis très jeune, à chaque fois je me dis je ne veux pas être prisonnière de cet employeur. Je veux pouvoir partir si je veux partir. Donc même quand je gagnais pas des masses, et même là encore aujourd'hui, et ben, je mets des sous de côté en me disant il faudra un moment que je vive sans rien. Et c'est quand même rassurant aussi, je ne vis pas toute seule, j'ai une partenaire qui ne me laissera pas mourir de faim et qui acceptera de remplir le frigo s'il le faut. Actuellement, c'est ta seule source de revenus de réaliser des films ? Oui. Après, si à un moment je faisais des lampes en calebasse, par exemple, je sais que je peux reprendre ça pour gagner 2-3 sous éventuellement. C'est une activité que je préférerais envisager plutôt que de faire des productions audiovisuelles que j'ai pas envie de faire, de travailler avec des producteurs avec lesquels j'ai pas envie de travailler. Je suis partie d'une boîte dans laquelle j'étais depuis 12 ans en souffrance, et j'ai pas envie de me remettre dans des conditions de souffrance. Aujourd'hui, je mets en priorité numéro 1 de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, qui sont bienveillants, qui sont désireux de travailler, et avec des personnages qui sont agréables aussi. Je mets en priorité de tout, de me mettre dans des conditions d'avoir du plaisir à travailler. Ce qui, à mon avis, améliore beaucoup le résultat. Vraiment. Et si des gens de l'équipe ont des problèmes, etc., et ben, il faut les écouter, c'est une bienveillance partagée. Mais il faut à mon avis, que chacun soit agréable avec les autres et convaincu que certes le film c'est important, mais un film c'est pas la vie non plus. Que s'il y a un truc de raté, bah, c'est pas la fin du monde. Que si quelqu'un fait une couille parce qu'il a un problème dans sa vie personnelle ou quoi que ce soit, et bah, ça peut tout à fait s'entendre, que ça peut arriver à tout le monde. Si quelqu'un est malade, que si quelqu'un... Voilà, que si les personnages ne sont pas d'attaque pour tourner, et ben on ne va pas tourner. Et qu'il faut d'abord se mettre dans des conditions que ça se passe bien pour tout le monde. J'aime bien ce que tu soulèves dans le sens où il y a une question que j'aime bien poser généralement sur cet épisode qui est liée au lieu où on vit.
À savoir, ce que tu évoques, en fait, c'est une envie tout à fait saine de bosser avec des gens que tu choisis et de mettre, en tout cas, de filtrer les personnes avec qui tu sens que c'est pas OK, que la connexion sera compliquée. Je me dis que la Martinique, c'est tout petit. Les gens, déjà, la Martinique, sans parler que de l'audiovisuel, c'est relativement restreint. Qui plus est dans nos secteurs audiovisuels. Et de manière générale, même en hexagone, effectivement, il y a des concentrés de population de ces métiers dans certaines grandes zones citadines. Est-ce que toi, justement, qui es issu de base de l'hexagone pour ensuite venir t'installer ici, tu as senti une forme de difficulté relative, justement, pour faire cohabiter cette envie de vivre ici, sur un territoire que tu as choisi, et en même temps d'exercer cette profession qui parfois demande du réseau, qui parfois demande de travailler en collaboration avec des sociétés qui parfois sont hexagonales, en fait. Est-ce que tu as pu ressentir parfois le questionnement de est-ce qu'il faut vivre dans une grande ville, voire ailleurs qu'aux Antilles, et même Paris centré, pour exercer cette profession? C'est un choix que j'ai fait, effectivement, de continuer à vivre ici. Il n'est pas évident, parce que pour l'instant, il y a un diffuseur quand même qui est la chaîne première locale, qui est coproducteur jusqu'à présent, enfin de la grande majorité de mes films qui passent là. Mais effectivement, si demain la chaîne n'a plus de budget, ne peut plus coproduire une dizaine de documentaires par an comme ils font, décide de changer sa ligne éditoriale ou quoi que ce soit, je me retrouve dans une énorme difficulté parce que ce qu'on constate effectivement, c'est que c'est difficile d'intéresser l'Hexagone aux Outre-mer. Et qu'il y a des préjugés là-bas qui sont terribles à déconstruire. Donc effectivement, je suis dans une position très fragile. Après, je vais voir. J'ai un projet entre la France et l'Espagne, donc forcément, ça me fait sortir un peu de la Martinique. On va voir ce que ça donne. Mais oui, c'est pas évident en Martinique. Après, ces résidences d'écriture que j'ai faites, que ce soit avec l'USAS ou avec la FEMIS, m'ont permis de rencontrer des producteurs quand même. Il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent faire des films. Et voilà, moi j'ai fait une belle rencontre avec mon producteur et j'espère qu'on va continuer ensemble. Ça semble bien parti parce qu'on a 2 projets là ensemble. Pour les techniciens, c'est pareil, moi je bosse avec un cadreur. Auparavant il y avait Vianney aussi, mais qui est parti en France. Si Christophe il part demain en France, je suis un petit peu embêtée. Et effectivement, c'est fragile parce que dans les dates de tournage, il faut aussi déterminer ce qui va être dispo et ce qui ne va pas être dispo. Le fait est que je crois qu'il aime bien tourner avec moi aussi, puisqu'il fait des efforts pour l'être. Mais voilà, faut s'adapter, c'est un petit peu de gymnastique. Quand c'est sur la Martinique, c'est pas trop compliqué parce que ça coûte pas grand-chose de décaler de 3 jours un tournage. Puis je me dis, la réalisation m'a appris à être souple et à me dire si quelque chose ne se fait pas, c'est que quelque chose de mieux arrive derrière. Au début de ma jeune carrière, j'étais très stressée si je ratais une séquence qui me semblait indispensable, tout ça. Et maintenant, j'ai appris que d'autres occasions se présentent et que rien n'est absolument perdu. Et qu'au pire, je pars avec ma caméra pour faire 3 images s'il faudrait. Mais je n'ai pas eu cette occasion-là parce qu'en général, on trouve une solution. Et puis s'il n'y a pas, il y aura autre chose, on remplacera par autre chose. On se gratte un peu la tête pour savoir comment reprendre cette idée et puis voilà, on trouve. Tout à l'heure, tu évoquais ton appétence pour la condition féminine, qui est notamment motivée par ta remarque sur le fait qu'il existe beaucoup de réalisations documentaires faites par des hommes. Ce qui amène du coup une envie de ta part de donner ta vision à toi de femme.
J'ai envie de te poser la question qui est plutôt centrée sur étant une femme blanche ici en Martinique, qui t'intéresse notamment à des sujets sur des personnages qui sont natifs, qui sont issus soit de métissage, soit qui sont clairement noirs. Est-ce que tu as pu ressentir, ou on t'a fait ressentir justement le fait que, à l'inverse, toi qui regardais les hommes en se disant vous avez des biais parce que vous êtes des hommes, est-ce que toi, à ton tour, tu te sens et comment on t'a pu faire ressentir éventuellement le fait que toi, tu as un biais de femme blanche, qui plus est native de l'Hexagone, et qui vient regarder cette société martiniquaise avec, même si tu es là résidente depuis longtemps, je ne sais pas comment toi tu te ressens dans cette ambiance locale, mais comment tu as pu vivre ça ? Ah bah c'est sûr que forcément se pose la question de la légitimité. Et c'est effectivement paradoxal de dire je fais parler des personnes antillaises, ce qui ici veut dire noir. Il faut qu'on en voit plus, il faut entendre leur voix et qu'en même temps, moi je sois blanche. J'ai pas tellement de réponse claire à cette question. Si ce n'est, je ne vais pas prétendre avoir connu le racisme, ce serait faux. Comme je suis blanche, je ne peux pas l'avoir vécu dans ma chair. Je l'ai observé, mais de l'extérieur. De la même manière qu'un homme ne peut pas vivre le sexisme, la misogynie, même s'il l'observe. Ce n'est pas les mêmes blessures quand on en est témoin et quand on en est victime, forcément. Donc je disais, j'ai pas tellement de réponses à apporter, si ce n'est la sincérité de mon regard, je crois. Et puis peut-être aussi de ne pas forcément traiter cette question-là au-delà de ce que moi je peux y mettre. Je parlais du film sur Madeleine, effectivement j'ai axé beaucoup sur le sexisme. J'aurais pu peut-être axer plus sur le racisme, même si je l'évoque quand même, ce qu'elle a subi, mais c'était plus ce qu'elle appelle elle du racisme de classe, c'est-à-dire être issue d'une condition très modeste et d'avoir, c'est la rue Cazenègre au féminin, son histoire au début. Hein. Elle est née sous la Martinique coloniale, elle a été repérée à l'école. Elle est allée au bac littéraire, puis au bac de sciences, est devenue prof de biologie. Donc c'est un petit miracle de l'école du mérite. Donc c'est plus axé par rapport à ça, mais de la même manière, moi je ne suis pas issue de la paysannerie et d'une condition très modeste. Enfin, ma mère était prof, mon père ingénieur. C'est classe moyenne, je ne suis pas non plus une ouvrière, mais je peux entendre ça et dénoncer ça de la même manière, ou en tout cas entendre de sa bouche la manière dont elle l'a vécu et les blessures qu'elle en a ressenties. Ça, je crois que c'est par empathie, d'entendre les gens. Si je pense que j'ai une qualité, c'est de pouvoir entendre les gens, ce qu'ils me disent, et de me mettre à leur place. Et quand elle me raconte ça, et ben j'ai conscience de l'injustice de la Martinique d'alors et d'aujourd'hui encore. Et l'injustice, elle me révolte. Que ce soit du racisme, que ce soit du sexisme, que ce soit du mépris pour la condition modeste. Oui, mon avis, enfin moi je crois être en paix dans ma conscience. Pour me dire que c'est dégueulasse et que c'est nul, qu'on se prive de talent de partout, en ayant des préjugés sur des personnes racisées, ou selon le genre, ou l'absence de genre, ou l'âge, ou l'origine sociale. Donc je crois que c'est de la sincérité, et sans se raconter d'histoire. La capacité d'entendre, oui effectivement je vis là depuis longtemps. Depuis 25 ans, un truc comme ça. L'année après mon arrivée, il y a eu le 150e de l'abolition de l'esclavage, en 98. J'étais journaliste,
Il y a eu beaucoup d'événements, de colloques, de publications sur l'esclavage. J'ai appris énormément de choses. Mais les Martiniquais aussi, mes collègues qui bossaient dans la rédaction apprenaient de la même manière. J'ai commencé par avoir une grosse culpabilité, de me dire « Oh là là, qu'est-ce que mes ancêtres ont fait, c'est dégueulasse ». Oui, j'ai profité de cette période, de ce crime contre l'humanité, en ayant des facilités éducatives, sanitaires, financières en France, qui n'auraient pas été les mêmes si il n'y avait pas eu toute cette richesse produite et non distribuée localement. Mais une fois que je me suis dit ça, donc soit je me complais entre guillemets, soit je reste dans cet état terrible de culpabilité, avec de la sidération sur les crimes passés qui effectivement ont été atroces et ont des conséquences aujourd'hui encore dans la distribution des richesses. Donc soit je reste comme ça dans mon état de sidération, soit j'essaie d'en être consciente, de le prendre en compte dans la vie de tous les jours, etc. Et puis d'avancer quand même, mais de ne pas contribuer à aggraver ça. Donc j'essaie moi d'être clean dans ce que je fais tous les jours et dans mon boulot, et d'être sincère et d'être honnête. Sans non plus aller dans l'excès inverse d'une hyper... tu vois, il pourrait y avoir que je mette au-dessus de tous mes combats la cause noire. Mais finalement, même si c'est un combat qui m'est cher, et je le montre dans mon travail, j'ai aussi d'autres dimensions à travers ça. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que les sujets relatifs à la Martinique et aux Antilles-Guyane, de manière, on va dire des Outre-mer de manière générale, n'intéressent pas forcément l'Hexagone. En off, tu m'as partagé le fait que la plupart de tes réalisations étaient en diffusion localement. Et actuellement, tu aimerais justement sortir de ça, sans dire que ce soit plus le cas de diffuser ici, mais d'aller plus largement à une diffusion plus européenne, plus hexagonale en tout cas. Disons que j'ai un film à porter là-bas. J'ai un film qui, c'est sûr, ne pourra pas se développer ici. En tout cas, ça pose la question en termes de reconnaissance par tes pairs de ce métier, qui pourtant t'es pas complètement débutante, donc tu as déjà à ton actif plusieurs réalisations de films diffusés en télévision. À quoi tu fais face pour sortir justement de cette étiquette, peut-être, de « je suis réalisatrice de Martinique, diffusée en Martinique ». Comment te sens-tu perçue par des productions ou des diffuseurs de l'Hexagone ? Je ne suis pas tous les jours en contact avec des producteurs et des diffuseurs de l'Hexagone. Je les connaisse pas, ils ne me connaissent pas. Je pense que mes films ne les intéressent pas. Après, c'est une question de film. Là, si je cherche actuellement, effectivement, le producteur, c'est bien un producteur de l'Hexagone, celui qui a produit Imelda et Le désir d'exister de Madeleine de Grandmaison, c'est le même, mais il est à Lyon, Baptiste Brunner. Mais c'est des diffuseurs locaux. Au mieux, ça fait Outre-mer Première, c'est-à-dire que ça fait toutes les stations des Outre-mer. Ou Si la femme indigo est passée sur France 4. Mais sinon, c'est vraiment axé Outre-mer, et je pense que c'est parce que c'est peut-être la justesse de mon regard qui désarçonne. Je sais que le film sur le vaudou, sur Imelda, j'ai fini par me dire il fait peur aux blancs, ce film, en fait. Curieusement, parce que je suis blanche. Mais je crois que j'ai quand même désaxé mon regard. Je me suis posé des questions sur ma construction de blanche.
depuis tout ce temps et avec le travail, j'ai déconstruit aussi la blanche, tout en ayant conscience d'être blanche. Mais c'est vrai qu'il y a très souvent une forme d'arrogance et de patronage et de condescendance de la part des Français de France, comme on dit, vis-à-vis des gens des Outre-mer racisés, ou pas des Outre-mer. Et ça, je me suis rendu compte que, pour le coup, ça répond à la question d'avant, hein, finalement. Moi qui, à 15 ans, étais au MRAP, au mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, moi qui suis fille d'immigrés, mais d'immigrés espagnols, mais quand même fille d'immigrés, j'ai eu quelques réactions xénophobes. Malgré tout, j'avais quand même un petit quelque chose d'éducation blanche, avec un petit sentiment de supériorité inculqué. Et ça, à moins de vivre en terre noire, c'est difficile de le comprendre et de vivre longtemps. Et du coup, je suis quand même un petit peu en décalage en France aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que ça, c'est insupportable pour la plupart des Antillais qui sont, alors on les dit susceptibles, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte et qu'ils sont dans un déni complet de ce sentiment-là, inculqué, bien installé, que c'est les Européens qui ont raison, c'est eux qui ont fait la civilisation, c'est eux qui sont riches, c'est eux qui sont puissants, c'est eux qui ont fait la science, c'est eux qui ont tout fait, et que les autres, ils sont moins intelligents. Et ça fait un petit décalage qui fait que c'est pas facile de porter finalement mes films sur la Martinique. Et sur le vaudou par exemple, et je pense que sur le vaudou, il y avait une réticence aussi, une peur des religions en France. Il faut dire que c'est un peu chaud là en ce moment, entre les ultra-cathos, les ultra-islamistes, etc. Les juifs orthodoxes, machin. Mais là, c'est quelque chose d'autre, c'était dans le domaine de la spiritualité, et en même temps, ça ne voulait pas être voyeur sur le vaudou, et que non, c'est pas un film sur le vaudou, c'est un film sur Imelda. Donc les gens qui en attendent quelque chose sur le vaudou sont frustrés aussi. Le fait est que ce film ne parle pas aux gens en France. Moi, ma fierté, c'est d'avoir des bons retours locaux. C'est d'abord les personnages, l'environnement dans lequel ça se passe, et surtout, en étant effectivement blanche et d'origine de 7000 km de là, 100% européenne, même s'il y a un peu d'Afrique du Nord, faisant des films ici, je suis en quête de la reconnaissance, du fait qu'ils se reconnaissent dedans, et que c'est pas une parole dévoyée, et que c'est pas une caricature, et que c'est un point de vue né d'ici. Je revendique que c'est un point de vue né d'ici. On voit bien, souvent, les productions qui arrivent de l'extérieur et qui font des films sur place, à la limite, on peut déjà les écrire avant qu'ils soient faits. Hein. On est un petit pays, hein, donc on sait vers quel personnage ils vont aller, quelles questions ils vont leur poser, etc. Souvent, le regard exogène se sent. Moi, je suis super fière qu'après le film, par exemple, sur Madeleine, d'avoir eu des retours très positifs de grands militants nationalistes locaux. Oui, complètement. Et que un monsieur déserteur de la guerre d'Algérie, déchu de sa nationalité française, etc., me reconnaissent, que je vais saluer, me reconnaissent et me disent « Ah, mais il faut des gens comme vous dans les médias ». Ça me touche, oui. Après, sur le projet européen, c'est parce que c'est un projet européen. C'est sur mon histoire de famille par rapport à la guerre d'Espagne. Donc ça, je sais que ça ne va pas intéresser particulièrement la Martinique. Je ne suis pas une star ici. Ça ne suffit pas à justifier que ça passe sur Martinique Première, quoi. Non.
C'est un film qui doit être tourné et diffusé là où il y a des descendants, d'Espagnols. Et c'est pour ça que là, je cherche des pistes, donc avec le producteur de Lyon, mais des pistes de diffuseurs et de financeurs qui ne sera pas le réseau habituel. Je ne peux pas demander à la collectivité territoriale de la Martinique, qui très souvent me soutient. Je ne peux pas aller lui demander parce que c'est dans les statuts et ça peut se comprendre. Il faut que ce soit des films qui concernent la Martinique. Ça peut se comprendre politiquement. Il ne suffit pas qu'il y ait des techniciens qui vivent en Martinique, c'est le cas dans d'autres régions, hein, mais pas là, pour ouvrir des fonds régionaux. On va voir si j'arrive aussi à parler à l'Europe, si j'arrive à mener ce travail. Ça, c'est à suivre, effectivement. Juste pour finaliser sur le propos, dans cette perspective décoloniale, il y a notamment ici, comme tu l'as dit, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, qui propose des subventions publiques pour l'aide à l'écriture, pour la production, etc. En convention avec le CNC. Voilà. Dans cette idée de je suis une personne blanche, j'amène des sujets qui certes sont sur des personnages locaux. Est-ce que tu as pu sentir ou est-ce qu'on a pu te faire ressentir que malgré tout, il y a une forme d'injustice à un certain nombre de personnes candidates à ces bourses et parfois il n'y a pas assez de candidats. Il n'y a pas tant de personnes qui sont au courant que ces aides existent et que les personnes qui sont au fait... comment dire ? Ce que j'aimerais poser comme question, c'est est-ce qu'on pourrait te reprocher, alors que tu n'y es pas pour grand-chose, que finalement tu bénéficies plus facilement parce que tu es perçue comme blanche d'une histoire sur les Noirs, alors que si c'est des Noirs qui s'emparent de leur propre sujet sur leur propre population, ils ont plus de difficultés à se faire financer. Je ne sais pas si je suis claire. Je pense que ce serait pas un bon procès. Je ne pense pas que ça m'aide particulièrement d'être blanche pour obtenir des fonds à la CTM. Au contraire. J'ai envie de dire au contraire. Ce qui se passe, effectivement, c'est peut-être le partage de l'information. Que l'information passe peut-être pas assez auprès de jeunes réalisateurs ou réalisatrices, qu'il y a cette porte qui est possible. Mais c'est surtout une question de concevoir les dossiers et les films. Je vois pas pourquoi. Enfin, ce qui serait plus scandaleux peut-être, c'est toutes les productions extérieures qui, parce qu'elles ont des super dossiers, obtiennent des films pour tourner en Martinique, mais qui viennent avec toute leur équipe et posent pas toujours un regard très sincère sur le pays. Et passent, pour certaines, je sais pas, 10 jours ici, en 10 jours, avec un voyage en repérage avant. Enfin, c'est un peu limite. Moi, je pense que je suis plus légitime sur ce terrain-là. Mais non, je pense que localement, il y aurait plutôt une volonté de soutenir les créateurs locaux. C'est clairement dans les choix politiques qui sont affirmés. Moi, j'ai la chance désormais d'être considérée comme une locale. Mais les dossiers qu'on dépose, enfin je le vois parce qu'on est plusieurs, on se connaît, on se fait lire nos dossiers, on les travaille en parallèle. C'est beaucoup de boulot et c'est une forme très particulière. Et ça s'apprend à écrire ces dossiers-là. Donc s'il y a un effort à faire, c'est de former des gens à cette conception des films et la mise en forme dans les dossiers. Alors certains diront c'est nul de faire tous ces dossiers, c'est inutile, je veux commencer à tourner tout de suite et puis je fais mon film et après je cherche de l'argent. Mais non, moi j'écris pendant des années avant de commencer à tourner. Et je trouve que c'est utile parce que du coup je sais quoi tourner.
je vais à l'économie dans le tournage. Je vais pas faire 50 jours de tournage pour un 52 minutes. Ça servirait à rien, ça va faire un boulot de fou de dérochage, et puis ça peut partir dans tous les sens. Moi je trouve que c'est très 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 utile en fait pour savoir ce qu'il y a dans sa tête de passer par toutes ces étapes d'écriture. Mais effectivement ça s'apprend. Alors moi j'ai des facilités éditoriales parce que j'ai été journaliste, donc déjà on est traditionnellement moins inhibé sur l'écriture parce que c'est quand même un outil de travail. Donc c'est une facilité, mais il y a d'autres qui en ont aussi. Mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas l'essentiel. Ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un film en tête. C'est pas une idée. Souvent les gens déposent ici par manque de formation et de connaissances, déposent une idée de film. Non, il ne faut pas déposer une idée de film, il faut déposer un film. Une idée de film, ça veut rien dire. Le portrait de Madame de Grandmaison, ça veut rien dire. Il faut faire un synopsis, comment il commence ton film, comment il finit, comment tu le mets en image, comment tu tournes, dans quelle disposition tu mets, dans quelle direction d'entretien tu vas, est-ce que tu vas voir d'autres personnes, est-ce que tu restes sur elle, est-ce que tu la laisses chez elle, est-ce que tu vas à l'extérieur, enfin il y a plein de précisions à apporter. Est-ce que tu tournes avec combien de caméras, dans quel décor, qu'est-ce que tu veux en fait, qu'est-ce que tu veux faire. Non, moi je vole personne. Je vole personne parce que d'abord c'est pas des budgets monstrueux que j'ai. Beaucoup moins que les fictions qui déboulent, heureusement, puisque c'est des petites équipes et petits budgets. Mais oui, je suis sur des petits budgets, je ne me paye pas grassement. Et ces films, si je ne les propose pas, personne ne va les proposer. Et finalement, quand ils sortent, on voit qu'ils ont un intérêt. J'ai des retours, et des retours qui sont positifs. Et déjà, les gens qui ont participé, ils sont contents. Madeleine de Grandmaison, je suis allée la voir, elle ne croulait pas sous les demandes pour faire des films sur elle, hein, c'est pas vrai. Personne ne proposait cette dame avec un parcours remarquable, admirable, une intelligence fine, un humour génial et une vie de roman. Et ça aurait été un crime que de ne pas enregistrer sa parole. Donc non, je vole personne et j'ai pas plus de facilité, si ce n'est d'avoir pu me former à ça. Ce qui m'amène à une question que je souhaitais te poser, c'est est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à des personnes qui débutent dans la réalisation de documentaires? De faire des résidences d'écriture, d'aller dans des résidences d'écriture, de suivre Non, vraiment, d'aller se former. Ça ouvre, quand je t'ai dit j'ai tué la journaliste, ça m'a pété la tête, mais je l'ai fait. Il faut faire ça, il faut comprendre. Moi avant, je défendais la légitimité de mon sujet. Et il m'a fallu un moment pour comprendre. Oui, c'est bon, on ne discute pas de la légitimité de ton sujet, c'est comment tu vas le faire en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça, demain, tu as une caméra en main, une équipe, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu veux montrer? Comment tu vas le montrer? Qu'est-ce qui va se passer à l'image? Au son, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas mettre de la musique? Est-ce que tu veux un truc original? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de musique? Ton image, est-ce que tu l'imagines tourner de jour, de nuit, d'extérieur, d'intérieur? Quelle ambiance tu veux? Donc oui, vraiment de faire des résidences d'écriture. Parce qu'en plus avec plusieurs auteurs, les retours sont très très parlants. Et on apprend aussi beaucoup des retours qui sont faits sur les autres. Et c'est toujours plus facile de voir les qualités, les défauts des autres que de son projet à soi dans lequel on est à ruminer pendant des mois, des années, où on ne voit plus rien en fait. Et donc ces résidences d'écriture,
que ce soit avec l'USAS, avec l'aphémisme, mais il y a aussi le grec, il y en a beaucoup, permettent vraiment d'être expert aussi, de voir par les projets des autres, et puis d'avoir des retours de professionnels, de débloquer des choses. Quand j'étais journaliste, j'étais très impatiente. Il fallait que le film, déjà je l'écrivais pour le tourner 6 mois plus tard. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, et j'ai mis un moment à comprendre qu'il fallait que j'imagine un film qui puisse se tourner n'importe quand. Il doit pouvoir se tourner n'importe quand. Parce que, donc, effectivement, économiquement, c'est chaud, surtout à la réalisation sans être spécialement technicienne. Je travaille en permanence sur 3-4 films. Je ne sais jamais lequel va partir, à quel moment ça va partir. Dans un schéma idéal, où tu as un producteur qui te paye le jour où tu tournes. Mais pour qu'il te paye le jour où tu tournes, il faut qu'il ait acquis avant la certitude d'avoir des financeurs, un minimum, et d'avoir un diffuseur, qui est de rentrer dans ses fonds. Il avance les sous, mais il est sûr qu'il va les récupérer. Donc tourner à l'arrache, ça a des avantages. Hein. Moi j'ai tourné à l'arrache et j'ai bien aimé, dans une formation souple, c'est autre chose. Mais pour gagner sa vie, c'est mieux de passer par toutes ces étapes-là. Je te pose une dernière question. Est-ce que tu pourrais me citer le nom de réalisateurs, de réalisatrices, vivants ou morts, donc réalisateurs de documentaires, qui t'inspirent? Ou qui t'ont inspiré, qui... Ah ben, il y en a beaucoup. Tu peux m'en dire 3 maximum, ce sera déjà très bien. Il y en a beaucoup. Et là, je mettrai Guzman parce qu'il m'a beaucoup marqué, le bouton de nacre, la nostalgie de la lumière. Après, il y a des gens dont je ne retiens pas forcément les noms, ce qui est un peu scandaleux. Mais j'ai des images de dispositifs pour parler trivialement dans le jargon. C'est-à-dire d'imaginer effectivement des gens qui ont imaginé des situations de tournage très originales, très assumées et très intéressantes. J'ai l'image d'un gars dont je ne retrouverai pas le nom, c'est un film britannique qui est tourné uniquement dans un ascenseur. Le gars est dans l'ascenseur pendant tout le film, on ne le voit pas bien sûr puisqu'il tourne, mais c'est avec les habitants de sa tour donc il a choisi. Pourquoi? Parce que c'était public mélangé, etc. Et dans les relations, il se dit plein de choses sur la société britannique, mais c'est tout tourné à l'intérieur d'un ascenseur. Ou d'un gars qui, là c'était aux États-Unis, avait fait un dispositif carrément, on achète votre témoignage. Il donnait $10 aux gens qui venaient raconter leur vie devant l'endroit qu'il avait choisi. Et puis tu avais une grande enseigne lumineuse, $10 for your story. Je suis confuse de ne pas retenir les noms des gens. Hein. Et puis bon, Chantal Akerman, Agnès Varda, obligé. Mais c'est... je dirais que c'est un peu la magie du documentaire, c'est qu'il y a peu de stars. Il y a des gens qui font des films... il y a des fois des gens qui font un film brillant puis qui s'arrêtent. Des gens qui font des carrières super longues où tu as 3 films brillants, ou des gens qui sont des stars, mais globalement c'est un peu la loi du docu. On ne retient pas forcément les réals, quoi. Raoul Peck pour I'm Not Your Negro m'avait beaucoup marqué. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y a tout à faire. C'est la magie du réel. Après, des fois, c'est des personnages qui restent dans la tête. Et les réels sont invisibles, même s'ils sont là par leur point de vue, mais ils sont invisibles. Et j'ai une mémoire de fumeuse, c'est-à-dire que je ne retiens pas tout bien les noms.
Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Laure Martin Hernandez pour cette rencontre. On se retrouve au prochain épisode pour une chronique ressources avec Marie Daniel, la directrice de l'IFCAM, l'école de documentaire animalier. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook. Je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode. C'est un podcast réalisé et produit par mes soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnon, avec Vera et Léon au violoncelle et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt!